Bienvenue dans le bazar du bizarre. Si je vous dis Toby Hooper à la réalisation, Robert Englund en antagoniste et un film tiré d'une histoire de Stephen King, il s'agit effectivement de The Mangler, ou connu sous le titre La Presseuse Diabolique, dans l'Hexagone. There was an accident today. The worst one I've ever seen. Have you considered the possibility that the machine might be haunted? Three modern masters of horror have just created the ultimate machine. Passons maintenant au casting. On distingue facilement des noms très connus. Robert Englund, comme je l'ai cité précédemment, célèbre Freddy Krueger dans les films de Wes Craven, il apparaît bien avant dans des créations de Toby Hooper et dans 3 films avec ce réalisateur. Le Crocodile de la Mort, The Mangler et Nuit de la Terreur. Il joue le rôle de William Billing Gartley, propriétaire machiavélique de la Blue Ribbon Laundry Factory dans la ville de Rickers Valley en Nouvelle-Angleterre. Visiblement en piteux état, cela ne l'empêche pas de terroriser et épuiser ses employés dans un premier temps, mais aussi de jouer de ses relations et de son porte-monnaie pour agir négativement sur la petite ville. Il ira jusqu'à conclure un pacte avec l'entité démoniaque en échange de la vie de sa fille, comme l'ont fait précédemment le juge local et le révérend, dans le but de tous trois avoir richesse et pouvoir. En guise de signature, ils ont dû se sectionner un doigt. Prouvant la folie du bonhomme, Gartley voulut réitérer le pacte afin de gagner encore plus, tout en sacrifiant sa nièce Cherry. Cela mettra bien évidemment la puce à l'oreille de notre inspecteur. Vient ensuite Ted Levine, notoire Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme. On le retrouve dans divers films après The Mangler, comme Hit de Michael Mann, Wild Wild West, Evolution, La Colline à des yeux d'Alexandre Aja ou encore Shutter Island. Je ne peux pas quitter Levine sans son interprétation du capitaine Leland Stottlemeyer dans la série Monk, série dans laquelle je l'ai connu. Dans le film, il interprète l'officier de police John Hunton. Dans le rôle de la machine, et je parle là des bruitages, Jim Cummings, la voix de Winnie l'ourson, Tigrou, Dr Robotnik et j'en passe. Il sera crédité sous Tim Cummings car il estimait peu le film de Hooper, pensant que celui-ci lui en demandait trop pour un rôle mineur dans un mauvais film. Enfin, Daniel Matmore, comédien de Seconde Zone, il rencontre Englund et Hooper sur le tournage de Nuit de la Terreur. Il donnera de sa personne aussi plus tard dans des séries ou jeux vidéo, comme Assassin's Creed Odyssey, Deus Ex Mankind Divided, Far Cry 2 ou encore Warhouse 13, la série de Espenson et Mott. Dans le film, il incarne Mark Jackson, beau-frère de Hunton, et aura pour rôle d'essayer de convaincre l'officier de police que la machine est probablement possédée. À l'aide de son livre occulte, il arrive à trouver la solution pour contrecarrer les plans de Gartley et mettre fin au carnage. Cependant, il finira tué par la machine. Dans l'équipe technique, on retrouve à la réalisation et au scénario Toby Hooper, qu'on ne présente plus après des films comme Massacre à la tronçonneuse ou Poltergeist. Au scénario également sont placés Stephen David Brooks et Harry Alan Towers. Le premier étant très actif dans le monde des clips musicaux, le second produira une centaine de métrages et sera également à l'écriture d'une 60aine de films sous le pseudonyme de Peter Welbeck. La musique se verra composée par Barrington Felloug. Il sera relativement prolifique le temps de sa carrière et vous pouvez vous faire une idée de son talent en écoutant attentivement la musique de fond. Enfin, pour terminer ce collectif, au poste de directeur artistique prend place un certain Zach Gruber. Son nom ne vous dit peut-être rien, cependant, il a travaillé dans de nombreux blockbusters aux séries Bankable. En tant que production designer sur Westworld et Lost, il sera dans le département artistique pour Pirates des Caraïbes 5 et ira jusqu'au rôle de directeur artistique sur le film de Nolan, The Dark Knight Rises. Il existe plusieurs fins à ce film, celui-ci se voyant octroyer une version R-rated et une version unrated Director's Cut. Cette dernière contient 30 secondes environ de scènes supplémentaires, souvent dans un but esthétique et graphique, car on y voit en grande majorité les corps mutilés des victimes. La mort de Adele Frawley est bien plus visible, on assiste à Cherry essayant de la sauver en tirant ses jambes, pendant que la caméra nous montre en gros plan la tête en sang de la jeune femme. On la revoit de nouveau à l'intérieur à partir du buste, avec sa tête littéralement écrasée. Plus tard, Pictureman prendra une photo de Frawley et on y verra uniquement un corps déconstruit, un tas de chair en somme. Les scènes de George Gartley et Lin-Soo sont très démonstratives et organiques. On aperçoit la totalité des méfaits que leur fait subir la machine diabolique. On peut aussi découvrir des références cachées et des différences avec le livre.
Pour les références cachées, la première est en arrière-plan d'une des toutes premières scènes. Lors de la blessure de Cherry, on peut voir une banderole où est inscrit « Labor will set you free », qui veut dire « Le travail vous rendra libre ». C'est exactement la même phrase qu'on retrouve au-dessus de la porte d'Auschwitz. La seconde se situe après l'accident d'Adèle Froley. Le photographe de la scène de crime ressemble à une icône du cinéma d'horreur. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Freddy. En effet, notre personnage porte un chapeau et une écharpe similaires aux couleurs du tueur de Harlem Street. Et par rapport au bouquin, quelques éléments changent. À mon sens, le principal élément est que Bill Gartley, le directeur véreux et très important dans l'œuvre de Hooper, est uniquement mentionné dans le livre et n'est pas directement responsable des tueries. Du côté de la machine, celle-ci n'est pas de facto démoniaque comme le suggère le film, mais devient possédée après une mort accidentelle dans l'ouvrage. Dans la nouvelle toujours, la presse à vapeur s'échappe de l'usine et commence à se déchaîner, pendant que dans le métrage, elle est tout bonnement vaincue. Mais au final, que vaut le film ? C'était une surprise absolue pour moi. Friand des ciné-clubs sur le net, principalement sur Twitch, il m'arrive de me coller devant mon écran afin de découvrir des films trop méconnus, peu distribués ou complètement tombés dans l'oubli. Et c'est le cas pour The Mangler. Véritable mal-aimé du cinéma de Hooper, The Mangler est à mon sens une réussite. L'ambiance générale est bien entendu ce qui en ressort le plus. Il est de plus en plus rare de voir des films dont l'atmosphère est la raison principale de la sensation de peur, et ça fait du bien de retrouver ce procédé. Les personnages sont sales et peu commodes, la machine nous envoie une épaisse fumée grise qui nous prend à la gorge, la froideur du bâtiment rendue par la texture omniprésente du métal ainsi que le grain de la pellicule nous font ressentir parfaitement l'angoisse des bouquins de King. L'histoire et l'esthétique sont évidemment inspirés des films noirs de Lang et autres réalisateurs de cette période. Preuve en est, notre inspecteur se nomme John Huston, et c'est clairement une référence à John Huston, réalisateur du film Le Faucon Maltais, premier film de la catégorie des films noirs, sorti en 1941. On retrouve aussi tous les codes de ces films, le style expressionniste qui rend les plans très obscurs, décors urbains et espaces restreints, Amérique d'origine, protagonistes et antagonistes ambigus et peu reluisants, avec des seconds rôles bien plus lumineux et autonomes que d'habitude. Je vois dans le film de Hooper une sorte de message, un avertissement de la trop grosse place des machines vis-à-vis de l'humain, ainsi que les dirigeants prêts à tout pour développer leur chiffre d'affaires. Il dépeint dans le film que l'ère industrielle arrive à son paroxysme. L'humain est maître de la machine et des capacités de celle-ci, aux dépens de sa santé physique et mentale. Et c'est une véritable question de société qui est posée au final, et toujours d'actualité. Il nous pose la question du rapport de l'homme à la technologie, de l'homme à la consommation, et de l'homme à sa propre intimité. Merci d'avoir écouté la première du Bazar du Bis Art. J'espère que le format et le sujet vous ont plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast d'un film bis. Ciao!